entre nous. Mais il y a quelques spectateurs, merci d'être venus. Nous accueillons sur le plateau d'Équipe Auto à l'Arena pour une conférence sur les véhicules sans permis, un business à saisir en vente comme en après-vente. On a avec nous, juste, je vais commencer de gauche à droite avec Rémi Courant. Donc Rémi de Decra Automotive, c'est ça? Oui, exactement. Nous, Decra, donc côté contrôle technique, je suis pour ma part le directeur technique et qualité sur nos activités de contrôle technique, historiquement véhicules légers, poids lourds, et maintenant catégoriels, et donc également voitures sans permis depuis l'année dernière. Ouais, on va parler du contrôle technique. Alors, ça concerne évidemment, c'est nouveau, les motos, les deux roues à moteur et par extension les véhicules sans permis. C'est le sujet aujourd'hui. Et on a, c'est particulier, c'est singulier, on va dire. C'est singulier, on en parlera effectivement. On en parlera. Romain Hillegames avec nous. Romain, vous êtes du groupe Ligier, c'est ça? Absolument. Et donc, Romain Hillegames, enchanté. Bonjour à tous. Donc, directeur marketing et communication pour Ligier Group, donc, qui est un constructeur français qui fabrique intégralement ses véhicules en France à travers deux marques. Ligier, qui effectivement fabrique des voitures sans permis, à la fois pour le marché français, l'export. Donc c'est environ 15 000 véhicules produits chaque année en France. Et puis également une activité destinée aux professionnels avec Ligier Professionnel, où là on fabrique des petits utilitaires électriques légers. Voilà, vous avez pu en avoir un peu partout, mairies, collectivités, mais également avec les postes, puisqu'effectivement on est partenaire de la Poste sur du scooter électrique 3 roues. Romain, vous exercez aussi des fonctions chez Mobiliance, c'est ça? Absolument, ouais, on est partenaire Mobiliance. Donc, ils ont créé une nouvelle filière à destination des micro-voitures électriques depuis maintenant 1 an. Donc, c'est tout nouveau. Donc voilà, effectivement, on essaye avec Mobiliance de faire porter notre voix tous ensemble de manière unie. Richard Mandrin, à la droite de Romain. Richard, vous êtes le patron de la société Aximoto, qui aujourd'hui s'ouvre sur une nouvelle activité, le VSP. C'est ça, donc Aximoto, on est recycleur centre VHU spécialisé aujourd'hui dans les motos 2 et 3 roues. Et depuis quelques années maintenant, puisqu'on travaille avec les compagnies d'assurance et qu'on est spécialisé pour la catégorie L, on récupère aussi les voitures sans permis. Et on s'est lancé depuis quelques temps dans la pièce détachée de réemploi pour la voiture sans permis, qui est un marché qui s'ouvre et qui est assez prometteur, je dois le dire. On investit largement puisqu'on fait un très gros investissement actuellement pour agrandir notre usine. Et dans cette usine, on aura aussi un atelier spécifique pour la voiture sans permis. L'idée pour nous, c'est toujours de fournir de la pièce traçable, garantie, qui est de la pièce d'origine puisque c'est de la pièce qui est démontée sur les véhicules fabriqués par les fabricants originaux du véhicule. Merci, merci Richard. Et tout à droite, Julien Duy. Vous, Julien, vous représentez la société ASPL. Et ça, pour vous, c'est pas un nouveau métier, les véhicules sans permis, puisque ça fait, vous allez nous dire, quand a été fondée la société Lecoq. Oui, ça fait une quinzaine d'années que Automobile sans permis existe, vraiment spécialiste dans la voiture sans permis, dans la pièce détachée, carrosserie, moteur, toute la partie accessoire. Nous aussi, on augmente un petit peu le volume en suivant la croissance du VSP. On a lancé des sites dédiés pour les Citroën Ami, par exemple. Quelque chose qui est assez nouveau pour nous, l'électrification. On est longtemps resté sur du thermique avec les acteurs, les constructeurs historiques. Donc voilà, on suit la tendance. On est sur un bon lead là. On est sur une année où on fait entre 20 et 40% de CA en plus par mois. On sent bien voilà, cette croissance et ce renouveau du marché et de la clientèle. Alors, je commence avec vous justement sur la croissance.
jusqu'à 40% d'augmentation. Est-ce que vous avez des problématiques de croissance justement pour suivre l'explosion, le boom de la voiture sans permis avec l'arrivée sur le marché des marques Stellantis? Oui, alors sur le Stellantis, c'est vraiment particulier. Nous, on a la possibilité de commander en direct, mais forcément, le rythme de réapprovisionnement du groupe Stellantis ne suit pas forcément. Et ce qui fait que nous, derrière, avec une clientèle qui est en forte demande, parce qu'en fait, c'est souvent des jeunes utilisateurs, 14-15 ans, où les parents préfèrent équiper leur enfant avec une VSP qu'un 2 roues en 50. Et ça, forcément, il y a une forte demande parce que c'est un nouveau secteur pour eux aussi, c'est-à-dire que c'est plus la même consommation. Et donc, nous, on a un besoin de commander qui est fort, une réponse qui est plutôt pas en adéquation. Et sur la VSP classique, on a des besoins d'achat qui sont plus importants, donc des besoins de stockage aussi. Là, on s'agrandit encore pour avoir une capacité de stockage parce que finalement, plus de commandes, c'est plus de matière, plus de stockage, plus de flux. Là, on est à 5000 commandes de plus depuis janvier par rapport à N-1. C'est énorme, c'est énorme. Et alors, pour corser le tout, je dirais, pour avancer encore plus fort, il y a le contrôle technique qui a été mis en place. Je me tourne tout de suite vers Rémi pour Dekra. L'activité, les premiers retours d'activité, Rémi, font apparaître justement des taux de contre-visite qui défient toute concurrence sur le VSP. Qui défie toute concurrence, en tout cas beaucoup plus élevé que ce qu'on a l'habitude de connaître. Le contrôle technique est donc assez récent sur cette catégorie, c'était avril 2024, avril de l'année dernière. Les voitures sans permis sont une petite partie de la catégorie L, c'est 4-5% de cette catégorie. Depuis à peu près 1 an et demi, c'est maintenant à peu près 100 000 véhicules sans permis qui ont été contrôlés, donc on commence à avoir quelque chose d'assez représentatif et des statistiques intéressantes à regarder. On a un parc qui est à peu près aussi âgé en fait, que les voitures classiques, en tout cas le parc que l'on contrôle aujourd'hui, à peu près 12 ans et demi de moyenne d'âge. Et par contre, un taux de contre-visite, c'est l'indicateur que l'on suit en priorité, qui est sensiblement plus élevé. On est à près de 30%, on était à plus de 30% au début. Ça a plutôt tendance à baisser un petit peu. Par rapport aux autres véhicules, c'est beaucoup plus. En voiture, c'est à peu près 20%, le taux habituel. Sur le reste de la catégorie L, on est en fonction des catégories entre 12, 13, 14, 15%. D'accord, donc ça suggère un renouvellement de la pièce très important pour satisfaire aux contre-visites, on est d'accord? Oui, on voit, ce sont des véhicules qui, alors de fait, n'ont jamais été contrôlés, le contrôle technique est nouveau, donc qui ont souffert aussi d'un certain déficit d'entretien pendant toutes ces années. Donc on a la défaillance, le défaut qui revient le plus souvent, c'est quelque chose de très basique, c'est les pneus. Les pneus. Ouais. C'est 10%, quasiment 10% des véhicules qui sont en contre-visite, des voitures sans permis, qui sont en contre-visite pour des pneus qui sont trop usés, détériorés. Et ce taux, il est supérieur à d'autres catégories, par exemple les motos ou les voitures? En voiture, sur les pneus, c'est 5%. Donc c'est 2 fois plus. C'est le double. En moto, c'est 3% à peu près. Donc c'est 3 fois plus. Ouais, parce que c'est un élément de sécurité plus important, plus manifeste en moto. Je vais vous demander de prendre. Il y a plusieurs micros. Je vais m'adresser. Après, je passerai à Richard, mais je m'adresse à Romain. Chez Ligier, c'est arrivé, cet engouement pour le VSP. Comment vous l'avez vécu, anticipé, et comment vous voyez la suite sur justement, on parlait de pièces, est-ce que vous vous organisez pour ça? Oui, on s'organise. Alors effectivement, le marché du sans permis a considérablement évolué depuis maintenant 40 ans. Puisqu'on s'est lancé en 1980, nous, sur la voiture sans permis. Un peu par hasard, pour la petite anecdote, pour les archivistes, c'est effectivement, au départ, on construisait des cabines de tracteurs. Et on s'est dit, en fait, si on met des roues, mais en fait, ça fait une voiture sans permis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé un peu par hasard sur la voiture sans permis, il y a maintenant 40 ans. Et donc, du coup, effectivement, on est parti d'une cible traditionnelle, plutôt rurale, et progressivement, législation aidant aussi, puisque maintenant, depuis 15 ans, le marché de la voiture sans permis est ouvert aux plus de 14 ans. Alors, ça a effectivement créé un appel d'air absolument considérable. Il y a aussi d'autres acteurs
qui sont mis, qui ont permis de démocratiser un petit peu ce marché. Aujourd'hui, chez Ligier, si on devait représenter les choses ainsi, on a à peu près 40% de notre cible qui reste une cible traditionnelle, rurale, dans son ensemble, et ensuite 40% également qui sont les jeunes, donc les plus de 14 ans. Vous captez cette nouvelle clientèle, c'est pas réservé aux amis et autres Topolino. Du tout. Donc Ligier profite de l'appel d'air, Absolument. de l'ASPI. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, on a vraiment un positionnement un peu différent de Stellantis. Stellantis va vraiment avoir un positionnement très budget, entrée de gamme. Nous, on va miser plutôt sur le confort, les équipements, avec des véhicules, c'est vrai, qui ont un prix d'entrée un peu plus élevé, mais également parce qu'ils ont plus d'équipements. D'accord. Et le contrôle technique, pour vous, vous avez ressenti quelque chose de particulier sur vos immatriculations et sur la pièce détachée? Non, pour l'instant, il faut l'admettre, il n'y a pas vraiment de... on n'a pas ressenti beaucoup d'évolution avant-après. Aussi parce qu'aujourd'hui, le contrôle technique concerne vraiment les véhicules très anciens. On est sur des véhicules qui ont plus de 13 ans, effectivement, d'ancienneté. Donc non, pour l'instant, on ne ressent pas. Je vais passer à Richard. Richard, Aximoto, c'est de la pièce de réemploi avec des certifications, nombre de certifications. Avec les VSP, qu'est-ce qui est particulier et pourquoi Aximoto, qui porte le nom de moto, se diversifie du côté du véhicule sans permis? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que historiquement, ça dépend de la catégorie L. Nous, on collecte la plupart des véhicules qui sont des véhicules accidentés auprès des compagnies d'assurance qui intègrent dans leur contrat avec nous la catégorie L, donc les VSP. La deuxième chose, c'est que c'est un métier qui est assez proche de celui qu'on fait, puisque ce sont des véhicules qui sont, on va dire, relativement simples à démonter et les moteurs sont assez proches de ce qu'on peut trouver, l'électronique sont assez proches de ce qu'on peut trouver sur une moto. Nous, quand on fait de la pièce détachée de réemploi, l'ensemble de nos pièces détachées sont contrôlées, vérifiées, testées, garanties. D'accord. Et tracées donc. Et tracées. C'est-à-dire qu'on a la traçabilité du véhicule d'origine jusqu'à son consommateur final. D'accord. Ça correspond au protocole sur les autres types de véhicules? Absolument. Absolument. C'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est comme le disait Romain, on a un âge moyen des voitures sans permis qui est assez élevé sur le parc roulant. Et donc, il peut y avoir, sur certains types de modèles, des déficits de pièces sur le marché disponible. Et c'est là où la pièce de réemploi rentre en jeu. Ça nous permet de pouvoir garder un parc roulant en bon état. Et donc, comme je le disais, toutes nos pièces sont vérifiées et garanties. Et donc, ça permet aux personnes qui nous achètent, que ce soit des professionnels comme des particuliers. Aujourd'hui, le gros de notre clientèle, c'est plutôt du professionnel sur la voiture sans permis, d'acheter de la pièce dont ils sont certains qu'ils vont pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions. Alors, depuis le 1er octobre 2024, le recours pour les professionnels, enfin la proposition auprès des particuliers de la pièce de réemploi est obligatoire. Mais c'est mal connu. Est-ce que c'est plus connu dans le VSP que dans la moto, par exemple? Très honnêtement, je ne pense pas. Il est vrai, cela dit, qu'on commence à avoir des discussions avec la plupart des constructeurs qui font... Il y a un appel d'air, en fait, et puis ils savent que c'est de leur responsabilité aujourd'hui. Donc, ils prennent contact avec des spécialistes comme nous pour essayer de voir comment on pourra intégrer dans les mois, années à venir, la pièce de réemploi dans leur réseau de réparation. Je vais poser une question à Julien sur le type de pièce sur les VSP qui est le plus demandé. Est-ce que c'est singulier par rapport à la voiture? Alors oui, ça sera singulier, puisqu'en fait, les pièces sur de la voiture classique qu'on ne verrait pas en usure, ça rentre, je dirais moi, dans la catégorie d'usure précoce sur de la VSP. Je parle de rotule, je parle de disque de frein, c'est-à-dire qu'un disque de frein, ça se change tous les 2 ans et demi. C'est fréquent quand même, là. C'est fréquent quand même, c'est-à-dire qu'une vidange, un entretien, c'est 5000 km. Donc en fait, il y a une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Et fatalement, de par aussi la construction du véhicule, je parle par exemple notamment du train avant,
où toutes les pièces sont soumises à de plus fortes contraintes qu'une voiture classique qui va être équipée de barres stabilisatrices, dans des matériaux peut-être un peu plus aussi durables. Parce qu'un train avant qui n'a pas de barres stabilisatrices, en gros, chaque demi-train fait un peu sa vie de... Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais chaque partie du train avant fait un peu sa vie tout seul. Et donc forcément, on parlait de l'usure des pneumatiques sur les contrôles techniques, c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'un train avant qui n'est pas bien relié, fatalement, ça crée une usure du pneumatique. C'est plus lié, d'après vous, aux pratiques ou au véhicule lui-même? Il y a une partie de construction, il y a une partie de la construction, et aussi il y a une partie de la pratique du changement de pièces. C'est-à-dire que pendant longtemps, justement, il n'y a pas eu de contrôle technique, et donc les clients, nous on le voit au quotidien, changent un amortisseur sur les deux. Mais forcément, la géométrie, elle est complètement différente. Donc il y a une problématique d'arbitrage, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui préfèrent retarder le contrôle technique et sur certaines pièces ne pas le faire. Je vais justement demander à Rémi, outre les pneumatiques, quelles pièces sont notoirement à changer sur les VSP? C'est vrai qu'on voit des différences sur les défauts constatés entre les voitures classiques et les voitures sans permis. Je parlais des pneus tout à l'heure, ça pour le coup c'est assez commun, à part les taux qui sont différents, mais sinon c'est une pièce qu'on constate régulièrement en défaut. Par contre, effectivement, ce qu'on voit sur les voitures sans permis, elles sont d'une conception plus légère par nature et de manière réglementaire d'ailleurs. Elles doivent être légères. Il y a 425 kg. 425 kg, exactement. Ouais. Donc de fait, elles sont de conception plus légère. Et on voit donc des défauts sur notamment les roulements de roues. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Alors roulement ou élément notamment du train avant qui prend du jeu, on le voit sur des taux bien plus élevés que ce que l'on peut voir en voiture. Également sur des défaillances sur les systèmes de triangles, d'amortisseurs, etc., qui viennent beaucoup moins souvent sur des voitures que sur des voitures sans permis. D'accord, donc ça pour vous, vous avez été chez Ligier, Romain, vous êtes informé du taux de contre-visite, et est-ce que ça vous amène à penser différemment votre métier? Alors oui, encore une fois, comme ça concerne vraiment des véhicules qui ont maintenant près de 13-15 ans. Ouais, mais vous étiez là. On était là, évidemment. Mais de toute manière, oui, on est constamment dans une logique d'amélioration continue de nos produits. La robustesse, bien sûr, fait partie des enjeux. Donc ça, on l'intègre dès la conception. Voilà. Est-ce que vous avez des espaces de concertation avec la concurrence sur les VSP? Parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça, en fait, sur le marché. Non. Alors si on regarde un peu le panel effectivement des constructeurs, on a les acteurs historiques, avec donc Exam et Ligier en font partie. Donc là effectivement on est en collaboration historique. Et après voilà, il y a les nouveaux arrivants, donc Stellantis, Mobilize. Voilà, donc pour l'instant, effectivement, ce marché, je dirais pas qu'il est naissant, mais il explose. Aujourd'hui, on est sur une croissance annuelle de 20% de ce marché. On l'a vu depuis 5 ans. Donc les choses à la fois vont très vite, mais à la fois sont assez sur l'échelle du temps. En fait, c'est quand même assez récent, cette démocratisation. Donc les choses prennent leur temps. En tout cas, voilà, à travers effectivement ce qu'on peut mettre en place avec Mobiliance, tout est en train de se structurer, mais les choses prennent un peu de temps. Et alors, est-ce qu'il y a, gardez le micro, est-ce qu'il y a une spécificité française sur le véhicule sans permis, puisque, vous l'avez dit, Exam est français, Ligier est français, Mobilize, c'est Renault. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité française sur le VSP, et est-ce que vous jetez un œil à l'étranger et à l'export? Absolument. Historiquement, c'est un marché français, le sans permis. Alors, c'est désormais plus le cas. Alors, pour la petite histoire, nous, Ligier, on vend majoritairement à l'export. 60% de notre production est destinée à d'autres pays européens que la France. En premier lieu, l'Italie, les pays du Sud, donc l'Espagne, le Portugal, également beaucoup les pays nordiques, la Suède, la Norvège. Donc le courant a commencé effectivement par le Sud, donc par les pays latins, mais désormais effectivement la croissance qu'on peut connaître sur le marché français, on la connaît absolument partout en Europe. Donc c'est un phénomène global. Nous, on se distingue évidemment, la particularité française, notamment Ligier Group, c'est de construire des véhicules
vraiment universelle, à destination d'un public plus large, certainement plus large que les véhicules aujourd'hui Stellantis, qui sont vraiment destinés aux jeunes. Nous, on commercialise et on fabrique des véhicules thermiques encore, qui correspondent à 50% du besoin. J'allais Donc, vous demander. Ouais, 50% des véhicules aujourd'hui en Europe qui sont vendus sont des véhicules thermiques. Il y a que 2 acteurs sur le marché, l'IG Group et puis Exam. Donc voilà, donc ça c'est une des spécificités effectivement voilà, des constructeurs, on va dire, historiques. Merci. Et donc on parle de business, c'est dans l'intitulé de la thématique du jour. Richard, est-ce que vous avez déjà, après une activité, ça fait combien de temps l'activité VSP? Alors l'activité VSP de manière considérable, on va dire que c'est 3 ans. Et en 3 ans, est-ce que vous êtes au niveau du reste de votre activité? Non, pas encore. Ça mérite des investissements. En revanche, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on met un véhicule en pièces détachées, un VSP en pièces détachées, il y a une demande qui est très très forte sur l'ensemble des pièces détachées, ce qui est un peu différent. Ouais. Ce qui est un peu différent de la moto, par exemple, où les pièces de carrosserie, c'est assez peu demandé. Donc, je crois que pour revenir à ce que disait Romain tout à l'heure, je crois que c'est un secteur qui est en train de se professionnaliser de plus en plus nous concernant, par exemple. Vous travaillez à l'éco-conception de vos véhicules. Nous, on travaille à avoir des labels comme par exemple SRA ou Calicert sur l'ensemble des pièces détachées de la catégorie L, donc qui sont des gages de qualité aussi pour les professionnels et les particuliers qui veulent nous acheter des pièces. Nous, on investit massivement dans la fabrication de pièces de réemploi au sein de ce secteur-là. Pour tout vous dire, nous, on vient de faire 12 millions d'euros d'investissement dans une nouvelle usine. Donc voilà, alors pas que pour les VSP, mais la priorité aujourd'hui, c'est développer la pièce de réemploi avec des critères de qualité qui soient suffisants pour permettre à tout le monde de travailler en confiance. Donc vous allez continuer l'activité VSP et même on va la développer significativement. La développer. Alors, je passe justement la parole à Julien. Ce secteur de la pièce de réemploi, est-ce que c'est une concurrence ou est-ce que c'est aussi un appel d'air, une aspiration? Alors nous, c'est aussi une inspiration qui est forte par la clientèle. On a été contacté il y a quelques mois et on a saisi l'opportunité. On a racheté 8 Citroën Ami complètement démontés par un professionnel, de manière à lancer justement de la pièce d'occasion de réemploi en première monte sur des véhicules en plus, pour les petits détails, qui n'ont jamais roulé, juste bloqués administrativement, ce qui fait qu'on a de la pièce d'occasion neuve. Et on a tous les calculateurs, donc des choses de valeur pour des véhicules de ce type. Alors tout ne se vend pas, hein, c'est pareil. Là, par exemple, je vais rejoindre. C'est que la carrosserie, par exemple, ça a plus de mal à partir. Et par contre, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu, nous, les défauts de conception du véhicule et de savoir dans quel, par exemple, le train arrière, je sais que sur Citroën Ami, il y a un défaut de conception. Et justement, nous, ça nous permet de travailler là-dessus et de développer de la pièce. Donc c'est aussi une opportunité, une demande de notre clientèle, parce que forcément, il y a des marques aussi qui ont disparu au fil du temps, des constructeurs qui ont disparu, et donc fatalement, ils sont soumis de conserver, on va dire, une banque de pièces 10-15 ans. En voiture sans permis, c'est quand même beaucoup plus court, et on s'aperçoit qu'il y a des marques qui sont totalement oubliées, mais qui ont encore des véhicules en circulation. Je pense à une marque comme Greycave, qui représente 2% du marché, mais il y a encore des clients qui nous appellent pour avoir des pièces. Et s'il n'y a pas d'occasion, vous les avez. On en a certaines. Ça devient très compliqué. Hein. Réellement, il y a des clients, on leur dit, écoutez, ça, vous pourrez peut-être plus jamais le réparer. Il va falloir qu'ils fabriquent en imprimante 3D, peut-être. Oui, si c'est possible. Mais généralement, c'est vrai que ça cloue un peu la possession du véhicule, parce que les clients vont se dire, là, je ne vais plus pouvoir m'entretenir mon véhicule correctement, ou alors à des prix, forcément, quand il y a très peu de pièces d'occasion sur des marchés, ça devient compliqué pour notre clientèle. On a aussi, nous, une clientèle qui cherche le prix. La clientèle historique, on va dire que c'est plutôt une clientèle qui cherche un prix d'entretien. Donc voilà, la pièce d'occasion, elle a toute sa place et on est en train justement d'augmenter cette capacité d'offre. Je reviens à Rémi. Le contrôle technique, donc pour les VSP, c'est nouveau, ça a accompagné la catégorie L. Est-ce que, à l'instar des
des nécessités dans la moto. Est-ce qu'il faut former spécifiquement les contrôleurs pour les VSP ? Oui, bien entendu, comme pour les véhicules de catégorie L de manière générale, on a eu des formations dédiées et un enjeu qui était vraiment crucial pour la mise en place de ce contrôle catégorie L, c'était d'avoir un maillage suffisant. Notamment pour les voitures sans permis ou les cyclos qui ont un rayon d'action par définition qui est limité. On ne va pas demander à un véhicule sans permis d'aller faire 50 km pour aller au contrôle technique, ça n'aurait pas de sens. Donc il y avait un vrai enjeu de maillage. Ouais. Donc d'avoir suffisamment de contrôleurs et suffisamment de contrôleurs. Et chez Decra, ça représente combien de taux de vos contrôleurs qui font aussi VSP et L ? On a aujourd'hui 1550 centres sur toute la France qui font de la voiture classique, à peu près 3000 contrôleurs. Et on en a 60% qui font de la moto, de la catégorie L de manière générale, donc à peu près 1000 centres, un petit peu moins de 1000 centres, 1500 contrôleurs à peu près. Et ça correspond à ce que vous attendiez, ou c'est davantage ou c'est moins ? En fait, on n'attendait pas grand-chose, justement. On n'attendait pas grand-chose. C'est bien entendu un sujet de longue date, hein, le contrôle moto en général, le contrôle catégorie L. Ça fait plus de 10 ans, même pas loin de 15 ans qu'on en parlait en France avant la mise en place. Pour autant, on n'avait pas d'attente particulière. On n'avait pas non plus de données très précises sur le parc roulant. Il est assez mal connu, que ce soit en moto ou en voiture sans permis. On a des estimations, mais qui étaient forcément soumises à caution. Donc finalement, un volume d'activité qui est relativement important. On a fait à peu près 1 million de contrôles sur toute la catégorie L sur la première année. On en fera probablement plutôt 1,3 million, 1,4 million sur cette année. Et comme je disais, en 1 an et demi, à peu près 100 000 véhicules sans permis qui sont passés au contrôle, donc ce qui est pas rien. Oui. 100 000, ça représente par rapport au volume de VSP circulant en France. Est-ce qu'on a une idée Non, je n'ai pas de chiffre à vous donner. Tout ce que je peux vous dire qu'en France, voilà, il se vend à peu près 30 000 véhicules à l'année. Donc ça correspond effectivement à 3 ans de vente de véhicules neufs. Alors je ne vous parle pas du marché d'occasion qui est hyper dynamique. Et justement, Julien parlait des marques disparues. Vous aviez plusieurs marques. Vous avez décidé stratégiquement d'en absorber une. Vous nous expliquez la stratégie ? Oui, absolument. C'est essentiellement une volonté de centraliser un petit peu les coûts. C'était Microcar, c'est ça ? C'était Microcar, effectivement. Du coup, on a décidé de fusionner un petit peu les deux marques en gardant quelque part l'ADN de Microcar dans Ligier, c'est-à-dire ce côté un peu, un petit peu entrée de gamme. Hein, et Microcar, c'était vraiment notre marque entrée de gamme. Donc, du coup, maintenant, Ligier a une gamme beaucoup plus large, effectivement, mais qui remplit son double rôle, à la fois offrir des véhicules très accessibles, mais également pour ceux qui veulent se faire plaisir. Enfin, encore une fois, on a aujourd'hui un panier moyen aux alentours de 15-16 000 euros hein, sur nos véhicules. On est loin des tarifs Stellantis. Donc du coup, effectivement, voilà, on a une gamme aujourd'hui qui remplit ce double rôle. Mais c'était vraiment pour une volonté de faire vivre deux marques aujourd'hui, quand on est un constructeur comme IG Group, qui est une belle marque, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux des très grands constructeurs. Ça faisait sens effectivement de centraliser. Hein. L'électrique, pour vous, Stellantis est arrivé avec l'Ami, avec la Topolino. En Allemagne, ils ont la Rox, c'est Opel. C'est du branding, mais c'est aussi un choix électrique. Et ils ont aussi des solutions de financement qui correspondent à la grosseur de leur groupe. Est-ce que vous voulez lutter pied à pied, ou vous essayez de vous distinguer sur la stratégie ? Alors, si on veut parler de volume, oui, on est obligé de lutter. Du coup, on va lancer là très prochainement un véhicule qui se positionne en termes de tarifs vraiment en face de ce que peut proposer aujourd'hui les véhicules Stellantis. Donc ça va arriver en tout début d'année prochaine. Donc c'est un peu un scoop. Ensuite, l'électrique, on le voit aujourd'hui sur les immatriculations. Donc c'est 50% des immatriculations. Mais honnêtement, si Stellantis avait poussé un véhicule thermique à ce prix-là, c'est ce qui aurait été vendu en priorité. Donc je dirais que on va dire que le marché électrique, il est vraiment poussé par le prix. Il faut y être malgré tout, parce qu'il y a une avancée hein, sur ces petits véhicules-là. Encore une fois, on a parlé de
des matériaux utilisés, très légers. Évidemment, le confort n'est pas le même entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Malgré tout, les gens choisissent le thermique pour les bonnes raisons. L'autonomie, c'est un vrai sujet sur la voiture sans permis. Enfin, on a quand même des possesseurs de véhicules qui, en moyenne, font 7000 km à l'année. Donc, le thermique a encore tout son sens. Et justement, Richard, la nouvelle clientèle des VSP pousse aussi à un nouveau type de communication. Vous y réfléchissez à ça? Alors, nous, aujourd'hui, on fait encore assez peu de communication sur la partie VSP de notre activité. Néanmoins, oui, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il ne faut pas oublier quand même que même s'il y a un engouement très fort chez les jeunes aujourd'hui pour la voiture sans permis, on va dire que c'est plutôt la jeunesse privilégiée qui, économiquement, qui y a accès. Il ne faut pas oublier quand même que la voiture sans permis a presque un rôle social, parce que pour beaucoup de gens qui sont en perte d'autonomie, la voiture, absence de permis de conduire, etc., la voiture sans permis a un rôle hyper important. On voit des véhicules qui peuvent avoir jusqu'à 250 000 km, sans oui, problème. on en avait parlé. C'est assez incroyable. Voilà, donc c'est un marché qu'on est un peu, honnêtement, en train de découvrir. Sur la pièce, on était assez surpris au départ, quand on a commencé à démonter des véhicules, qu'il y ait autant de demandes. C'est aussi pour ça qu'on va continuer à investir. Et effectivement, il faut qu'on communique sur le sujet de manière un peu plus large, parce que je pense que c'est assez peu su, finalement, qu'on est capable de démonter aussi et faire de la pièce de qualité pour la voiture sans permis. Et alors, il y a un transfert de la jeunesse, justement, des 50 traditionnels qui achetaient des 50 à boîte, qui se dirige vers les VSP. Est-ce que vous le voyez dans votre activité, ça, Absolument. ce transfert? On voit de plus en plus en fait, la mobilité des véhicules moins de 125 a considérablement changé. On voit de moins en moins de scooters 50. On voit de moins en moins de 50 à boîte. Ça reste, on va dire, une clientèle de passionnés, assez rurale. Mais il y en a de moins en moins aussi. C'est des véhicules qui sont relativement chers à l'achat par rapport à ce que peut proposer un véhicule sans permis, qui est protégé, que ce soit en matière de sécurité ou en C'est matière l'argument climatique. sécurité qui est mis en avant sur le site, notamment, je crois, Citroën, qui dit ça vous protège mieux qu'un scooter, carrément. Donc, ça, c'est évident. Ouais. C'est un argument sécuritaire, mais c'est aussi une mode. Je pense qu'il y a un effet de mode aussi. Enfin, ça, je vais laisser parler peut-être mon camarade. Mais... Ouais, exactement, Julien. Oui, justement, c'est vraiment un outil un petit peu limite de mode. Et je dirais qu'en plus, sur par exemple le scooter ou la 50 à boîte, je trouve que c'est plutôt un public masculin. Et là, la Citroën Ami, par exemple, ça va toucher les deux publics. C'est-à-dire qu'aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles, au lycée, moi je sais que dans les Hauts-de-France, en banlieue de Lille, les grandes écoles, elles ont dû créer des parkings. Parce qu'en fait, les jeunes envahissaient les pavillons aux alentours, et donc les riverains, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux parce que tous les jeunes arrivaient en VSP. Parce qu'il y a un phénomène social, de groupe, de communauté de la VSP. Alors, elle existe depuis longtemps, mais elle a changé. Et là, c'est des jeunes qui customisent beaucoup aussi leurs véhicules. C'est-à-dire qu'il y a un marché de la customisation. Alors moi, j'arrive à suivre sur les réseaux un petit peu ce qui se fait. Il y a des choses qui sont très actives en Italie. Il y a des groupes très actifs en Italie, aussi dans les Balkans, où ils créent des accessoires qui n'ont pas été faits par Stellantis en imprimante 3D pour améliorer le véhicule. C'est-à-dire qu'ils sont dans un petit peu du Pimp My Ride. On travaille sur le véhicule avec nos propres moyens, ils font un peu de R&D maison. Donc voilà, il y a vraiment un phénomène plus communautaire que ce qu'on peut voir, par exemple, sur des véhicules qui sortent de chez Exam ou Ligier, où les clients viennent changer leurs pièces. Là, il y a vraiment aussi limite un objet de mode. Justement, je m'adresse à Romain. Est-ce que ce phénomène de customisation, ça vous donne des idées? Mais complètement. Je ne vais pas vous en dire plus, mais oui, tout à fait. Ouais. Et ça, on le voit très bien, cette cible jeune. Alors, les ados sont à la fois... c'est marrant parce qu'il y a à la fois cette volonté d'avoir le véhicule de copain, donc il y a vraiment cet effet de groupe.
qui est assez incroyable. Donc en fait, voilà, avoir des véhicules de la même couleur, etc. Il y a quand même une espèce, enfin, ils sont entraînés dans une mode et ils veulent un produit, etc. qui soit bien défini. Mais par contre, hein, il y a un espace pour la personnalisation qui est fou. Et ça, on va effectivement travailler dessus. Et donc, oui, il y a des séries spéciales même qui ont été faites par Ami, des séries spéciales au-delà des pièces elles-mêmes. Vous y réfléchissez aussi? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on a un ADN très sportif, hein, Ligier. Pas sans savoir effectivement. Oui, qu'on avec est, un on a nom très sportif. ouais, donc on va essayer évidemment de travailler sur notre ADN. On a aussi des véhicules nous qui sont en fait qui se distinguent de la concurrence par vraiment ce design, cet ADN ouais vraiment très très sportif. On a pu aller d'ailleurs faire un truc assez sympa sur le Nürburgring il y a quelques mois où on a fait le record du Nürburgring en sans permis. Donc évidemment ça nous donne des idées. Avec un véhicule qui était effectivement un peu custom et qui faisait un clin d'œil à notre passé historique en Formule 1. Donc bien sûr, voilà, vous lisez entre les lignes, ça nous donne des idées pour des prochaines séries spéciales. Rémi, la customisation et le contrôle technique, ça fait bon ménage? C'est pas incompatible en tout cas. C'est pas complètement incompatible. Quelles sont les règles? Ce que l'on contrôle, nous, en contrôle technique, c'est est-ce que le véhicule permet de rouler en sécurité. C'est ça l'objet du contrôle technique, vérifier qu'il roule en sécurité et qu'il ne pollue pas de manière excessive. C'est vraiment les deux piliers. Donc il n'est pas interdit d'apporter des améliorations esthétiques, par exemple, à un véhicule, tant que ça n'impacte pas la sécurité routière. D'accord. Et les règles de la customisation, les tolérances, elles sont établies, c'est clair, parce que le contrôle technique a été établi pour la catégorie L, mais il restait encore des améliorations, des précisions à apporter, hein, notamment sur la moto. Le code de la route n'est pas très permissif sur les modifications à apporter au véhicule, notamment quand on va commencer à toucher aux pneumatiques, aux trains roulants, etc. On arrive vite à des limites, en fait, c'est tout simplement interdit par le code de la route. Donc c'est vrai que la marge de manœuvre est assez faible. Encore une fois, en contrôle technique, on n'est pas là pour refaire un test d'homologation. C'est pas du tout l'objet. C'est une opération qui doit être rapide, peu coûteuse et vraiment de discriminer les véhicules qui peuvent circuler en sécurité, des véhicules qui peuvent poser un problème et qui peuvent être dangereux. Donc c'est vraiment ça ce qui est observé au quotidien par nos contrôleurs techniques. C'est est-ce qu'il y a un aspect dangereux ou pas sur le véhicule. Est-ce que les personnes qui doivent passer les VSP au contrôle technique retardent autant le passage du contrôle technique que chez les autres catégories de véhicules, hein? Et ce que on voit en tout cas, c'est qu'on a eu beaucoup de communication autour du contrôle moto, un petit peu catégoriel, mais catégoriel ça ne parle pas au grand public. Donc en tout cas le ressenti que l'on a, c'est qu'un certain nombre de propriétaires de voitures sans permis, utilisateurs de voitures sans permis, sont tout simplement pas au courant qu'ils sont concernés par le contrôle technique. Donc probablement un besoin de communication, ça reste un marché de niche, un petit marché. On parlait aussi beaucoup des différents typologies de clients, et notamment la segmentation, clients plutôt historiques, rural, plutôt plus âgés, des clients plus récents dans le milieu, des jeunes à 14 ans avec les Citroën Ami, etc. Cette deuxième catégorie de population, nous aujourd'hui on la voit pas, c'est des véhicules qui sont encore trop récents pour passer au contrôle technique. On est plutôt sur la cible la plus ancienne, mais qui très clairement a besoin d'avoir un peu plus d'infos sur le sujet. Donc il faut que le ministère aussi s'en saisisse, donne plus d'informations, mais nous également en tant que réseau, on a notre rôle à jouer là-dessus. Merci Rémi. Julien, comment vous voyez le développement? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un plafond de verre sur le développement de la VSP, ou est-ce que vous pensez que ça peut durer encore très longtemps? Alors, il y aura une contrainte qui sera législative, c'est-à-dire que tant qu'il y a la possibilité de rouler sans permis, parce que c'est aussi une spécificité européenne, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ça n'existe pas, en Asie ça n'existe pas. Enfin voilà, il faut se dire aussi que c'est un business qui tient aussi sur une législation. Moi je pense que ça peut encore être en croissance et je le vois par exemple quand je vais à l'ECMAN de Milan où je vois des acteurs asiatiques qui arrivent avec de la voiture sans permis, certains constructeurs même des pays de l'Est. Voilà, s'ils s'engouffrent dans ce secteur, c'est qu'il y a quand même une demande. Le succès de Stellantis et de la Citroën Ami, je pense que ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que si Renault avec Mobilize construit quelque chose. Alors, ils avaient déjà fait un premier essai il y a quelques années avec la Twizy, qui était vraiment
tellement spécifique qu'elle n'a pas rencontré le public. Mais je pense que le plafond de verre n'est pas encore atteint. Je pense qu'il y a encore une possibilité. Moi, je pense aussi que la captation de la nouvelle génération, les parents, ils voient ça peut-être aussi comme une forme de pédagogie. C'est-à-dire qu'à 14 ans, ils commencent déjà à conduire un véhicule. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai commencé sur une 103, quand j'ai appris à conduire une voiture, Ouais, nous aussi. c'est pas la même chose, c'est pas le même apprentissage. Et donc les parents, je pense qu'ils sont déjà contents de les mettre en pré-formation. Le permis de conduire, ils peuvent le passer à 17 ans, donc ce qui fait que finalement, un produit qui arrive en LOA sur 2-3 ans de location et après ils partent au permis de conduire, ça va très bien. La formule, elle est claire, la ligne, elle est tracée. Et ça, je pense que ça parle encore à beaucoup de personnes. Alors, Richard, j'ai une petite question. Justement, on parlait de sécurité tout à l'heure. Vous voyez passer des véhicules accidentés, des motos accidentées. C'est vrai que c'est parfois effrayant. Est-ce que les VSP, l'état des VSP qui vous arrivent, c'est aussi effrayant? C'est une question compliquée parce que c'est très variable. Il y a effectivement des choses, parfois on se dit comment c'est possible à 45 à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a aujourd'hui en termes de prévention des choses à faire, notamment il y a des gens qui débrident un certain nombre de véhicules qui leur permettent de rouler trop vite par rapport à ce pourquoi les véhicules sont conçus. On parle quand même d'un véhicule qui est limité en poids et donc ça limite forcément les accessoires de sécurité. Et puis la tenue de route, de toute façon, s'il est prévu Exactement. pour rouler à 45 km/h. Et les pneus, etc. Donc c'est la même chose que ce qui existe pour les 50 à boîte ou les scooters. Donc oui, il y a parfois des choses qui sont moches, mais on essaye de pas trop en parler. Mais globalement, si on prend l'ensemble du parc, on voit que c'est quand même plutôt safe. C'est plutôt du froid, de l'accrochage. Oui, c'est très souvent un demi-train avant, en fait. Très souvent sur les chocs frontaux, c'est un demi-train avant. Sur les ralentisseurs, quoi. Oui, ou un petit trottoir. Une manœuvre d'évitement, un trottoir, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça impacte assez vite techniquement le véhicule parce que les châssis se déforment en même temps. Hein. C'est aussi, j'imagine, prévu pour ça, j'en sais rien, mais pour faire de l'amortissement, on va dire, de l'accident. Ouais. Je vais terminer avec Romain, justement. Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette conférence? Romain, la sécurité, pour vous, parlez-nous de la sécurité de vos véhicules sur vos véhicules. Mais aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Le VSP, c'est safe. Aujourd'hui, il y a un peu de bobologie, c'est sûr, on va pas se le cacher. Mais encore une fois, on en a parlé, c'est aussi incrémental aux matériaux qu'on utilise, des matériaux légers. Mais aujourd'hui, la mortalité, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout inquiétants. Encore une fois, ce sont des véhicules limités à 45 km/h. Le débridage est de plus en plus compliqué sur les véhicules. En tout cas, nous, on s'y attelle. De notre côté, c'est notre responsabilité également de rendre effectivement les choses le plus compliquées possible en la matière. Donc non, il n'y a pas d'alerte, même si effectivement, on a des chiffres qui augmentent, mais pas du tout de manière proportionnelle au nombre de véhicules qui est mis chaque année sur la route. Donc au final, aujourd'hui, non, il n'y a pas un sujet spécifique. On a tous en tant qu'acteurs de la mobilité, tous un rôle à jouer dans la sécurité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un sujet spécifique à la voiture sans permis. Donc ça, il faut bien le préciser. Après, voilà, nos véhicules, non, ils sont effectivement conçu pour être le plus sécuritaire possible. En tout cas, c'est un sujet évidemment majeur qui est de plus en plus mis sur le tapis, évidemment, par cette cible jeune et par leurs parents. C'est un des critères numéro 1 de sélection, encore une fois, de la voiture sans permis. Pour cette cible jeune, c'est la sécurité. Donc, bien sûr, on y met effectivement le coup de projecteur nécessaire. Merci Romain, merci Julien de Automobile sans permis Lecoq, merci Richard Mandrin de Aximoto, merci Romain Hillegems donc de Ligier Group et puis merci Rémi Courant de Decra Automotive. Merci à tous et merci à vous. Merci, on peut applaudir nos intervenants, mais merci à vous, public, d'être venu sur ce sujet qui est plutôt nouveau sur Equipauto. Moi, je me présente, je suis Emmanuel Taillarda, le manager des conférences et de l'Arena. C'est très important pour Equipauto, effectivement, compte tenu de la mise en œuvre du contrôle technique sur la catégorie L, d'avoir ce type de valeur ajoutée, de vous proposer des sujets de réflexion. On l'a bien vu et merci de la qualité de vos propos, chers intervenants.
qu'il y a un business encore en devenir, il y a un business existant, mais il y a un vrai business après-vente, il y a un business qui sera lié à la sévérisation future du contrôle technique aussi, parce que c'est pas fini, hein, on n'en est qu'au début, et en moto aussi. Merci tout spécialement à toi, David, qui a animé avec brio cette table ronde. Très bonne journée à tous sur Équipe Auto. Dans un quart d'heure, une nouvelle conférence sur le domaine automobile. On parlera du CERMI, qui est la certification des professionnels pour des questions de cybersécurité, donc un sujet technique très intéressant. Très bonne journée sur Équipe Auto.